Bonsoir. Je vais peut-être commencer par demander combien de personnes savent exactement ce que industrie culturelle et créative veut dire. Vous pouvez lever la main si vous savez. Ça me permet de voir s'il faut... Mais, il n'y en a pas beaucoup. Ah, de plus en plus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'application de la fac vous permet d'accéder à énormément de ressources, dont justement une définition des ICC et quelques statistiques intéressantes. On va revenir sur ça. On va donc peut-être commencer par donner une définition, c'est pas la mienne, c'est la définition de l'UNESCO. Ça nous permet de préciser le contexte. Les ICC, c'est les secteurs d'activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation, ça fait beaucoup de dire, de biens, de services et d'activités qui ont un contenu culturel, artistique ou patrimonial. Bon, c'est vrai que quand on entend ICC, on a une idée plus ou moins claire de ce que ça implique, mais c'est important quand même de repréciser tout ça. On sait que c'est un secteur qui commence à être très connu. Enfin, il y a toujours eu la culture, mais on n'a jamais pris le temps en amont de définir c'est quoi les industries culturelles et créatives. Ça commence à se développer, à se structurer. Juste pour donner quelques exemples que j'ai trouvés sur l'application La Fac, donc n'hésitez surtout pas à taguer. Il faut taguer, c'est ça? Ou il faut scanner un QR code. C'est en 2017, pour l'Afrique, en tout cas, je n'ai pas les chiffres pour la France, mais pour l'Afrique, les ICC représentaient un marché de 49 milliards de dollars et employaient 3,2 millions de personnes. Donc, c'est pas négligeable. Donc, c'était important de commencer par là, puisque la thématique que Olivier m'a demandé de modérer, c'est les industries créatives sont-elles un levier de développement économique à privilégier en Afrique subsaharienne? Je pense qu'on peut dire oui et finir la table ronde, non? Non, on va quand même continuer. On a la chance d'avoir avec nous trois experts de thématiques différentes à qui je vais laisser la parole pour se présenter. On va commencer par la dame. Oui, dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites. Bonsoir, je suis Laurence Lascari, je suis productrice basée en région parisienne et j'ai monté il y a 12 ans une société qui s'appelle De l'autre côté du périph', où je produis à la fois pour le cinéma et la télévision. Pour vous donner des exemples, j'ai produit le long métrage L'Ascension qui est sorti en 2017 avec Ahmed Silla dans le rôle principal. Et puis plus récemment, j'ai coproduit un documentaire avec le Cameroun qui s'appelle Partir. Donc c'est un long métrage de cinéma qui sortira en novembre, le 25 novembre plus exactement. Et voilà ce que je peux vous dire. Je suis également très engagée sur toutes les questions liées à la diversité, à l'inclusion. On le voit avec le nom de ma société, on le voit à travers ce que je produis et on le voit aussi à travers ce que je fais en dehors de mon activité de productrice, notamment au sein du collectif 50-50 que je co-préside et qui œuvre pour plus de parité, d'égalité, d'inclusion dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Donc évidemment, la question des représentations, notamment dans les cinématographies africaines, me concerne au plus haut niveau et je suis très heureuse de participer à cette discussion avec vous. Merci Laurence. Bonjour, je suis Akochaye Okio. Comme j'aime souvent le dire en bon français, proudly born and raised in Africa. Je suis béninois. J'ai fait mon parcours professionnel sur le continent. À la base, je suis rappeur. J'étais également entrepreneur culturel. On avait un gros événement, un festival hip-hop. On organisait également des concours en coproduction avec des chaînes de télévision locales, ce qu'on appelait la Hip Hop Academy, pour développer à la base la musique, la danse hip-hop. Ensuite, je me suis positionné ici il y a 7 ans maintenant. Et en ce moment, je travaille à la SACEM depuis 3 ans. Je suis chargé de développement Afrique. Donc, je m'occupe de toute l'Afrique subsaharienne, pas seulement francophone, mais également anglophone et lusophone. Merci. Merci.
Bonsoir à tous, je suis Jean de Corbion, je suis le fondateur de YouScribe, dont Laura nous a fait l'honneur de parler un petit peu tout à l'heure. Donc c'est un Netflix de la lecture. Et nous sommes basés à Paris, mais on se sent, toute mon équipe et moi-même, plutôt une entreprise africaine, puisqu'on réalise 80% de notre activité dans les pays d'Afrique francophone pour le moment. Et l'objectif, il est à la fois de développer un modèle économique pour favoriser notamment l'activité des auteurs là-bas. Et c'est à la fois une entreprise qui a un projet d'impact, en fait, qui est de faciliter l'accès à la lecture. Je pourrais vous en parler tout à l'heure. Merci Juan. Je disais tout à l'heure qu'on est tous d'accord pour dire que les ICC finalement sont un levier de développement économique pour l'Afrique subsaharienne. Mais si on devait répondre à pourquoi et comment, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à ça? Bon, moi je me jette à l'eau. Je dirais que les ICC sont vraiment importantes pour l'Afrique à 3 points de vue, de par leurs caractéristiques même, mais également à cause de l'évolution technologique en cours sur le continent et en raison enfin de la donne démographique. Donc au niveau de leurs caractéristiques, on se rend compte que c'est des secteurs qui emploient beaucoup de jeunes, qui emploient aussi beaucoup de femmes, donc qui contribuent à une vraie inclusion, qui également sont très importants en termes d'attractivité de territoire. Voilà, on sait que la culture donne vraiment envie de découvrir un territoire donné. Et puis enfin, ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est aussi que la culture, les ICC contribuent à lutter contre les extrémismes, parce que là où l'éveil culturel, les activités culturelles sont importantes en général, c'est un esprit de tolérance, de paix qui prévaut. Donc tous ces aspects qui vont concourir au développement. Dans un deuxième temps, comme je disais, il y a l'évolution technologique qui est en cours. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution digitale qui se déroule sur le continent. Les chiffres l'attestent, il y a un véritable boom. Une étude récente de Voom, donc, qui est une structure qui travaille beaucoup à produire des chiffres, disait qu'en fin 2019, on était autour de 461 millions de smartphones sur le continent. Et dans 5 ans, donc en 2024, on serait autour de 845 millions. Donc ce serait quasiment un doublement. Et on sait qu'avec ce développement du parc de téléphonie mobile, il va y avoir une explosion de la consommation de contenu culturel. Donc forcément, l'apport des ICC au développement du continent va s'accroître. Et puis enfin, il y a la donne démographique également qui joue, parce que l'Afrique est un continent qui est extrêmement jeune. Aujourd'hui, on a à peu près 60% de la population qui a moins de 25 ans. Telles que les projections sont faites, en 2050, l'Afrique, ça devrait être le quart de l'humanité, avec 50% qui ont moins de 25 ans. Et on sait que l'appétence des jeunes pour la culture est vraiment très importante. Donc tous ces éléments font qu'on peut dire que vraiment les ICC sont un véritable atout pour le continent. Et puis dernière chose, remarquez quand même que déjà à l'heure d'aujourd'hui, un des secteurs dans lequel l'Afrique brille vraiment, c'est la culture. Aujourd'hui, on a presque un avantage comparé. Nos artistes, nos créateurs sont reconnus de par le monde. Donc, malgré le fait qu'il y ait toutes ces difficultés dont on a parlé d'ailleurs dans le panel précédent, on voit déjà qu'il y a un véritable éclat du continent au niveau culturel. Donc, quand on va dire l'étau va se desserrer, on peut raisonnablement penser que la culture va être encore une fois un véritable atout pour le continent. Les ICC dans leur ensemble. Oui, je peux aller dans le sens de Tchaye. Tout d'abord, les ICC, vous l'avez dit en introduction, c'est un marché colossal. Et quand on regarde la part de marché des Africains dans cette économie globale, elle est encore faible. Donc il y a des parts de marché à conquérir.
Les ICC, c'est aussi des emplois, donc il y a un potentiel de développement économique et de création d'emplois. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais en termes d'image, en termes de représentation, si on parle du cinéma et de l'audiovisuel, le développement de ces secteurs est aussi une opportunité pour le continent. Je parle au sens large, même si ma connaissance va avant tout à l'Afrique francophone. C'est une opportunité pour les Africains de raconter leur histoire, donc de se réapproprier leur image, de changer les représentations. Ça peut également servir une dimension politique et sociétale pour venir modifier la perception qu'on peut avoir des pays africains, la perception que les Africains eux-mêmes peuvent avoir de leur propre pays. Donc il y a des enjeux vraiment très importants en termes de soft power notamment. Et puis c'est une opportunité, puisque je parlais de soft power, c'est une opportunité d'aller à la conquête du monde. Parce qu'on le voit avec les GAFAN, des opérateurs tels que Netflix notamment, il y a une recherche de plus en plus forte de contenu authentique en provenance d'Afrique pour partir à la conquête du monde. Donc c'est une opportunité également de promouvoir sa culture à l'international. Quand on regarde ce qui se lit dans YouScribe et en Afrique, puisque la plupart de nos abonnés sont en Afrique, eh bien, ce sont des contenus locaux. Et donc, tout notre travail aujourd'hui, on a une équipe pour ça, en interne et qui est basée là-bas aussi, c'est d'aller rechercher des éditeurs pour leur proposer d'avoir un accès à une diffusion déjà régionale, parce qu'il y a peu de distribution, mais aussi internationale, des ouvrages qu'ils produisent eux, puisque ce sont ces livres-là qui sont lus. Et de la même façon, et je termine là-dessus, YouScribe, ça veut dire c'est vous qui publiez. Donc, tout un chacun a la liberté de publier des écrits sur YouScribe, YouScribe, donc le terme, et c'est gratuit. Et donc, la volonté de YouScribe est d'être d'une bibliothèque ouverte. Et chaque personne, en France comme ailleurs, peut publier ses textes. Et à terme, notre rêve, si je peux terminer sur un rêve, c'est qu'on puisse donner accès à la rémunération à tous les auteurs qui le souhaitent. J'ai juste une question, c'est quoi les freins aujourd'hui qui vous empêchent de rémunérer les auteurs ? C'est essentiellement d'abord se faire connaître, même si on commence à avoir du monde, mieux se faire connaître, et puis c'est des questions en fait de paiement. Parce que pour rémunérer, même sur des montants micros, des auteurs, régulièrement, on paye les éditeurs tous les mois, eh bien, il faut que les flux financiers soient facilités. En fait, que les coûts de virement soient plus bas. Donc, on travaille beaucoup avec les opérateurs téléphoniques pour pouvoir payer les auteurs. On en paye tous les mois, mais de façon plus massive et à l'aide des systèmes de paiement mobile, on travaille beaucoup là-dessus. Tout le travail d'édition, enfin non, peut-être pas forcément d'édition, mais tout le travail technique, toute l'expertise que vous avez aujourd'hui au niveau de YouScribe, elle est principalement basée ici. Vous avez parlé d'équipe localement et ça me permet de prolonger la question. Comment est-ce qu'on peut exporter une expertise qui se développe ailleurs sur le continent justement pour participer au développement de cette industrie culturelle créative en Afrique. Donc peut-être pas Juan d'abord et ensuite les autres. Je vais peut-être aussi là donner quelques exemples concrets. Donc on a une bibliothèque numérique qui peut être développée en marque blanche. Donc on a eu des demandes d'entreprises, par exemple, de pouvoir avoir accès à la technologie pour développer eux-mêmes leur propre bibliothèque. Là on s'est trouvé dans une situation d'exporter cette solution, puisqu'en France on a la chance d'être plus facilement financé. Merci la BPI d'ailleurs qui nous accueille, qui aide beaucoup d'entreprises dans ce domaine. Et il y en a d'autres bien sûr. Et donc on joue un rôle là de permettre à des acteurs locaux d'accélérer. Là j'ai donné un exemple d'entreprise. Là on a annoncé là très récemment qu'on se lançait dans la production de livres audio avec des sociétés africaines
et avec des voix africaines. C'est une façon, là aussi, je pense, non pas d'exporter une technologie, mais en tout cas d'accompagner de la production locale, puisque c'est nous qui la finançons, avec le concours de Digital Virgo, d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure. Un dernier exemple que je voudrais donner aussi, c'est le fait qu'on souhaite faire apprendre aux éditeurs, d'ailleurs la Sfored y participe aussi, c'est d'accompagner les éditeurs dans la production des contenus numériques. C'est-à-dire un livre pour qu'il soit lu, par exemple, très agréablement sur un écran mobile, et c'est massivement sur les écrans mobiles qu'on lit dans ces pays, en tout cas sous format digital, et il faut un certain format. Dans la musique, il y a des standards, par exemple, le D3 par exemple. Dans l'édition, il y a un format qui s'appelle l'EPUB. Eh bien, la maîtrise de ce format numérique, elle n'est pas si accessible que ça. On raisonne beaucoup en PDF. Comme vous savez, le PDF se lit pas facilement sur un mobile. Donc notre travail, c'est d'accompagner, quand c'est possible, les professionnels de l'édition, parce qu'il y en a beaucoup, en effet, et ils sont très dynamiques, mais c'est de les accompagner quand c'est nécessaire sur la capacité de produire dans ce format. Voilà quelques exemples concrets où on essaye vraiment par tous les moyens à ce que YouScript devienne une bibliothèque francophone et pas une bibliothèque française. Merci. Dans la musique, dans le cinéma, cette transmission d'expertise? Alors, en ce qui me concerne dans le cinéma, donc je dirais que j'en suis au début de cette approche de collaboration avec des producteurs africains. Maintenant, je suis dans cette même optique que YouScript, de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire d'être vraiment dans la co-construction. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec des moyens, avec un savoir-faire français, l'accès à d'autres types de financement un peu plus vastes. Et en l'occurrence, donc sur le documentaire Partir, que j'ai coproduit avec la réalisatrice Marine-Noël Niba, eh bien, elle vient amener son savoir-faire de réalisatrice, elle vient amener son expertise sur le terrain au Cameroun. Et puis ensuite, quand on part au Sénégal pour tourner une partie du film, on va s'appuyer sur un producteur exécutif local. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans un système de co-construction, dans un système d'échange où on s'apporte mutuellement. Et en ce moment, donc, je discute pas mal avec des producteurs sénégalais. Et le but du jeu, c'est de trouver la bonne histoire sur laquelle on va pouvoir s'associer. Et là, d'être plus dans une relation à 50-50, là où sur le premier film Partir, c'était quand même majoritairement un film français. On était plus dans un rapport de 80-20. Donc l'idée, c'est d'être capable d'identifier nos alter-ego localement pour pouvoir fabriquer ensemble des œuvres pour le cinéma et la télé. Ok, dans la musique, il y a de la transmission, ou est-ce que finalement on n'a pas tellement besoin de cette expertise qui pourrait venir de la France ou d'ailleurs? Je dirais déjà dans un premier temps que ce qui est ressorti de nos échanges, c'est qu'il y a du contenu, il y a de la matière qui existe sur le continent. Et les Africains sont friands du contenu local. Donc c'est la même chose dans la musique aujourd'hui. Et ça veut donc dire qu'il ne faut surtout pas avoir une idée faussée du continent en se disant c'est un territoire qui est englué dans l'immobilisme, avec des gens peut-être qui sont dans l'attente d'un soutien et qui donc du coup sont moins désirables. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui on a affaire, notamment dans la musique, à des créateurs qui sont décomplexés, qui sont ambitieux, qui ont beaucoup de talent et qui ne nous attendent pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des opportunités, l'Afrique est une véritable terre d'opportunités et si on n'y va pas, d'autres iront. C'est vraiment très important d'avoir ce mindset-là, de comprendre que l'Afrique ne nous attend pas. Et ça veut dire que nous, en tant que SACEM, champion en matière de gestion collective, puisqu'on est quand même la plus grosse société de gestion collective au monde aujourd'hui, d'ailleurs on est la première à avoir été créée, notre objectif c'est de permettre à ces créateurs africains de bénéficier de la gestion qualitative des droits d'auteur qu'on apporte
par ailleurs à tous nos membres. Donc c'est ça, si on peut parler d'expertise, ça va être ça. Donc aujourd'hui, enfin depuis toujours d'ailleurs, la SACEM a un ADN africain qui est fort puisque bon, on a les pères, les figures tutélaires comme Manu Dibango, Fela, Myriam Makeba qui sont des membres de la SACEM et la tendance s'est reproduite au fil des années. Donc on a aujourd'hui également beaucoup d'artistes émergents qui nous font confiance et vers lesquels on va. Et donc l'idée vraiment c'est de leur offrir un service de qualité comme j'ai dit on l'offre par ailleurs à tous les membres de notre société de gestion collective et c'est de les aider justement à vraiment capitaliser sur toute la valeur qu'ils génèrent. Ça veut donc dire également mettre en place un dispositif qui permet que on parlait de digital, que les plateformes locales africaines également puissent leur reverser des droits quand leurs œuvres sont distribuées. Donc on a commencé progressivement à signer des accords également avec ces sociétés, avec ces plateformes locales, notamment Boomplay, qui est, on va dire, la plus grosse plateforme musicale sur le continent, indépendante. Donc, c'est ce maillage-là qu'on est censé mettre à leur disposition. Et puis, c'est également, on va dire, à long terme, travailler avec les autres sociétés de gestion collective du continent pour améliorer la situation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un défi qui est vraiment structurel et on a bien conscience que ce n'est qu'avec des sociétés fortes sur le continent qu'on va pouvoir assurer une véritable, une gestion collective qui soit de qualité. Quand on prend l'exemple du Japon, personne ne se pose de questions sur les retours de droits du Japon parce qu'au Japon, il y a une société qui est forte, qui est extrêmement performante. Il faut qu'à terme, sur le continent, ce soit le cas. Aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont réelles, mais il y a une envie de mieux faire. Donc nous, le travail sur lequel également on se focalise, c'est vraiment de façon concrète développer des relations qui soient, on va dire, fructueuses dans les deux sens et qui contribuent au renforcement de capacité de ces sociétés de gestion collective. Donc, par exemple, on a mis en place depuis 2 ans un vrai partenariat avec la société burkinabé du droit d'auteur, qui est un des bons élèves en la matière. Et on est à leur côté, et donc sans tambour ni trompette, on fait les choses sur le terrain. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut se placer en se disant encore une fois que l'Afrique n'attend pas, que les gens travaillent, ils ont besoin qu'on puisse leur permettre de rendre plus visible et d'assurer également la viabilité économique de ce qu'ils font. Mais voilà, ils travaillent, donc il faut qu'on ait ça vraiment en esprit quand on s'adresse au continent. Merci. J'ai entendu viabilité économique. Ça me permet d'aborder la question de l'entrepreneuriat culturel. Parce qu'on a des artistes qui produisent, on a des œuvres qui existent, on a une culture qui se développe. Mais c'est vrai aussi qu'on a commencé à parler d'entrepreneuriat culturel véritablement en France il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a eu les états généraux des ICC il n'y a pas très longtemps. Et du coup, avec ce foisonnement de talents, je sais aussi, parce que je suis béninois par ailleurs, qu'on a quand même beaucoup d'artistes qui sont particulièrement des artistes très talentueux qui n'ont peut-être pas forcément ou qui ne capitalisent peut-être pas suffisamment sur leur talent comme ça pourrait se faire ailleurs. Donc il y a un véritable problème de modèle économique justement, de même, on va dire, de conception finalement de la culture comme quelque chose qui devrait être capable de faire vivre toute une filière ou des industries. Donc quelle est votre position par rapport à ça? Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait justement pour avoir un véritable entrepreneuriat culturel en intégrant les contraintes qu'on a aujourd'hui dans la plupart des pays? Alors, pour commencer, ce que j'ai constaté, c'est le développement, et on disait ça en intro, de la demande. Si je pense au cinéma, par exemple, il y a de plus en plus d'ouverture de salles de cinéma avec le réseau Canal Olympia, notamment en Afrique francophone. Alors, il passe beaucoup de blockbusters, mais l'idée, c'est aussi de faire coexister aux côtés des grosses productions, parce que c'est ce qui fait tourner aussi l'économie, mais c'est de faire coexister avec ces films des productions locales pour éveiller le public au cinéma indépendant, au cinéma africain,
au cinéma art et essai, etc. Donc il y a cette demande-là qui est en train d'émerger. On parlait des GAFAN aussi, donc, et aussi on peut ajouter des opérateurs tels que Canal+, tels qu'Orange, qui sont très actifs. Il y a une sorte d'émulation concurrentielle au niveau de la demande qui ne peut que stimuler les marchés et les producteurs, parce qu'il y a des professionnels, il y en a de plus en plus. Je pense que on assiste à l'émergence de modèles économiques décomplexés avec des sociétés de production qui auparavant allaient peut-être se tourner plus vers la publicité, vers des films de commande pour pouvoir faire tourner l'entreprise et puis rémunérer les équipes. Aujourd'hui, il y a un vrai business model du côté des productions de contenu originaux, et on voit aussi apparaître certains modèles tout à fait intéressants lorsqu'un producteur décide de s'emparer des outils digitaux des outils numériques pour lancer en toute indépendance ses productions. Je pense par exemple à la série Maîtresse d'un homme marié, qui en est à sa 5e saison, complètement financée, c'est complètement intégré en fait de la production jusqu'à la commercialisation d'espaces publicitaires. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, et ça ouvre des perspectives pour la manière dont on peut travailler également, et dont on peut à court terme imaginer un projet et sa rentabilité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Maîtresse d'un homme marié, c'est un soap sénégalais et qui est accessible sur YouTube gratuitement, en version également sous-titrée française, parce que c'est une série qui a vraiment explosé, et bien au-delà du Sénégal, sur tout le continent, et y compris à l'étranger. Et en fait, dans la série, les publicités sont intégrées au programme. Donc il y a les publicités, il y a le placement de produits à l'intérieur du programme, et il y a également la rémunération de YouTube. Donc je trouve que c'est tout à fait original, et là ils en sont, je crois, à la 3e ou 4e saison, et ça cartonne partout dans le monde. J'entends modèle économique innovant. J'ai vu qu'il y avait des fans de Maîtresse d'un homme marié quand vous en avez parlé tout à l'heure, je les ai vus. Juan ou Tchaye, peut-être. Oui, mais moi je voudrais ajouter qu'il faut adresser le cadre juridique. Aujourd'hui, il y a un gros souci à ce niveau sur le continent, il a besoin d'être structuré. Il y a aussi du renforcement de capacité de l'empowerment à faire à l'égard des créateurs, de leur environnement professionnel, pour qu'ils comprennent mieux les rouages de l'économie culturelle, la nomenclature des métiers. Voilà, donc il y a vraiment une professionnalisation de la chaîne de valeur qui est nécessaire, mais les gens ont envie. Voilà, il faut leur donner cette opportunité, parce qu'on se rend compte que dès que la situation se débloque, dès qu'il y a moyen de récupérer un peu de revenus, et ça passera également bien entendu par un meilleur respect du droit d'auteur, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte par exemple que près de la moitié des radios, des diffuseurs sur le continent émettent sans licence en ce qui concerne le droit d'auteur, et que parmi ceux même qui payent, ceux qui ont été autorisés plutôt, il y a des mauvais élèves, et parfois ce sont même des organes publics. Donc il y a vraiment cette conscience de l'importance du droit d'auteur, parce que si on parle d'industrie culturelle et créative, on sait qu'au cœur, il y a un créateur. C'est la créativité qui est le cœur des industries culturelles et créatives. Donc si on ne peut pas assurer un revenu digne et régulier aux créateurs, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur un développement durable des industries culturelles et créatives en Afrique. Donc ça va juste être un effet de mode, on va beaucoup en parler, mais on ne va pas adresser ce problème de la propriété intellectuelle qui est le cœur de l'écosystème. Donc quand tous ces aspects seront réglés, et ça, il y a des efforts qui se font
avec des acteurs locaux également, je pense qu'on va vraiment assister à une embellie, et une embellie qui va être durable. Et je vais donner un exemple. Il y a le festival qu'organise le groupe Magic System qui s'appelle le FEMUA, qui est aujourd'hui, je pense, le meilleur festival de musique en Afrique francophone. Ils ont lancé le festival avec leurs droits d'auteur qu'ils ont récupérés au niveau de la SACEM. C'est Assalfo, le leader, qui le dit, ce n'est pas de la récupération que je fais, voilà. Et de toute façon, c'est de l'argent qui leur revient. Donc, il n'y a pas de... On a fait que notre travail. Et avec cet argent, ils ont décidé de lancer un festival. Ils ont créé ce festival et dès le début, ils ont voulu apporter un volet social à leur entreprise. Donc, à chaque édition, ils construisaient des classes. Aujourd'hui, il y a des écoles Magic System et il y a même, pour l'anecdote, Soprano qui est venu 2 fois sur le festival dans l'espace de 6 ans, je crois, qui donc a été le parrain d'une promotion lors de sa première venue. Et quand il est revenu quelques années plus tard, il a eu le plaisir de voir que ses enfants étaient maintenant au CM2. Donc aujourd'hui, il y a un cercle vertueux qui peut être créé. Et l'entrepreneuriat culturel en Afrique, je pense que est vraiment plus développé qu'on ne le pense. Après, il y a les carcans que j'ai évoqués tout à l'heure, qui font que il n'y a pas de... on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, mais il y a des envies et on se rend compte, si vous creusez bien, tous les chanteurs à succès sur le continent sont par ailleurs des chefs d'entreprise. Voilà. Oui, je vais me limiter à l'exemple du livre. C'est vrai qu'il y a probablement une grosse remise en question qui nous est adressée par le continent, sachant qu'en gros, l'écosystème du livre, en France, comment il fonctionne, il y a en effet des auteurs, qui sont à la base et au cœur même de la création. Vous avez des éditeurs qui sélectionnent, parmi les auteurs, ceux qui leur paraissent les plus intéressants par rapport à leur ligne de production. L'éditeur commande une production en X exemplaires papier à un imprimeur, et puis il va défendre cet ouvrage dans un réseau de presse, en général traditionnel, et puis derrière, la diffusion, distribution de ces productions culturelles sous format papier à travers des réseaux de librairies, d'une part, et des réseaux de bibliothèques. En France, il se vend 350 millions d'ouvrages, et les bibliothèques prêtent 200 millions d'ouvrages chaque année, pour vous donner quelques idées. Or, ce que m'apprend le continent, c'est que là-bas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Puisque mon intuition me dit, il y a des exemples sûrement un peu exceptionnels, il n'y aura pas de papier là-bas. Ça n'existera pas. Donc pour moi, la question de la réflexion autour de la filière, c'est certes de faire respecter le droit d'auteur, mais c'est aussi d'apprendre peut-être aux créateurs comment se faire connaître dans le monde digital. J'imagine que la fac y a déjà pensé, d'organiser des formations spécialisées pour des créateurs qui n'ont au fond que le monde digital, à mon avis, à terme, pour exister, pour se faire connaître et pour toucher une juste rémunération. Et ça n'existe que très peu dans nos pays aujourd'hui. La gloire, c'est d'être publié par un grand éditeur qui commence par G et de passer à une belle émission culturelle qu'on connaît tous et de vendre un très grand nombre d'exemplaires dans les librairies. Là-bas, ça ne marchera jamais comme ça. Or, je crois que dans notre pays, dans quelques années, ça ne marchera plus comme aujourd'hui. Et donc, s'il y a matière, je pense, à apporter quelque chose dans l'organisation des filières, c'est peut-être d'apprendre à des auteurs qui sont peu familiers aux technologies digitales, de se les approprier, pour les aimer, pour se faire connaître, et puis pour se faire découvrir ou se faire lire par le plus grand nombre de personnes possibles, qui est quand même le but d'un créateur, c'est d'être lu, d'être écouté, ou d'un film, d'être vu par le plus grand nombre, et de contribuer par là même aussi à avoir un niveau de culture, d'éducation supérieure. La plupart des pays totalitaires, comme vous savez, n'aiment pas l'écrit, n'aiment pas trop la musique non plus. Et le digital permet cette émergence là. Je voulais juste préciser qu'il n'y a pas de contradiction entre le droit d'auteur et le digital. Et que clairement, aujourd'hui, ce qui rebat les cartes en faveur des créateurs africains, c'est vraiment le digital. Et aujourd'hui, on est en mesure
de percevoir également des droits d'auteur sur le digital. Donc ça se passe déjà en France. Entre l'année dernière et cette année, les droits d'auteur digitaux perçus par la SACEM ont cru de 30%. Donc ça commence à représenter quelque chose de très important avec plus de 231 millions d'euros collectés. Au niveau africain aussi, c'est une réalité. Comme j'ai dit, on signe des accords avec des plateformes sur le panafricaine comme Boomplay, donc pour percevoir les droits digitaux. On a des accords avec YouTube et Facebook qui concernent également l'Afrique. Donc il n'y a pas de contradiction et je vais dans le même sens que vous. Le digital est vraiment une chance en or pour la création africaine. J'imagine que vous devez avoir certainement beaucoup de questions. Ok. Je crois qu'il y a... Bon, ça commence peut-être là-bas. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Je vous ai entendu parler d'impact, de développement économique et aussi évoquer le streaming. Donc, le streaming, c'est arrivé, ça a permis une redistribution des cartes. Et est-ce que vous pensez vraiment que ça va permettre aux artistes de se développer? On sait qu'en France, lorsque ça arrivé, le streaming, ça a complètement changé l'industrie. Il n'y avait plus de disques. Les artistes se sont mis à développer d'autres sources de revenus. Et du coup, est-ce que vous pensez vraiment que streaming peut rimer avec développement économique, et notamment pour les acteurs locaux culturels? Vous allez élargir, streaming aussi bien dans la musique que dans le cinéma. C'est ça aussi. Ah, non. Et même dans le livre, avec YouScript. Ok, je peux dégainer en premier. Le streaming a sauvé la musique en France et dans les pays développés, et même sur les territoires émergents comme le Brésil. Le streaming, c'est vraiment aujourd'hui le moteur de l'industrie musicale à l'international. En Afrique, pour l'essentiel, hormis l'Afrique du Sud, le digital reste quand même très localisé sur tout ce qui est ringback tones, donc tonalité d'appel. Mais progressivement, il va y avoir la conversion vers le streaming. Aujourd'hui, les limites, c'est quoi? C'est la qualité d'Internet et sa cherté. Voilà, donc plus le coût va baisser et mieux la qualité sera, on sentira vraiment la différence. Donc il faut être un peu patient. Mais moi, je pense que cette tendance qu'on voit déjà d'ailleurs en Afrique du Sud, comme je viens de l'indiquer, va se généraliser progressivement sur le continent. Et oui, les créateurs pourront également compter sur cette source de revenus comme à l'international. Mais ça demandera bien entendu que tous les acteurs jouent franc jeu, notamment les telcos. Donc voilà, qu'il y ait des règles du jeu qui soient fair play, quoi. Alors, la première chose, c'était mes remerciements à la fac et la BPI d'avoir organisé cet événement, parce que moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les ICC en Afrique, et on prenait pour un extraterrestre 10 ans. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps, et ça me fait vraiment plaisir. Deuxième chose, c'est que la France organise un événement très très important qui s'appelle la saison Africa 2020 des cultures africaines. On aurait dû démarrer au mois de juin, je fais partie du comité, on aurait dû démarrer au mois de juin, mais ça a été repoussé au mois de décembre, donc le lancement officiel jusqu'au mois de juillet 2021. C'est très important parce que ce dont on parle là va être révélé. Je pense qu'on va donner le programme exact d'ici une quinzaine de jours, avec les 250 événements qui vont toucher aussi bien la musique, le cinéma, le dessin animé, le jeu vidéo. Tout ça va être très très important. On touche aussi aux livres, aux médias, donc énormément de choses. Pour la première fois, un événement qui va regrouper les 54 étapes va avoir lieu en France. Et ça, je vous invite à aller voir le site, ça s'appelle Africa 2020. C'est extraordinaire, c'est la saison de l'Afrique, des Afriques en France. Et ce qui est très important sur les ICC, c'est qu'il faut que vous sachiez, puisqu'on est à Paris, que le ministère des Affaires étrangères a demandé aux instituts français présents sur toute l'Afrique, la priorité pour les prochaines années, ça va être les industries culturelles. Et ça, c'était le point que je voulais dire, c'est très très important ce qui est en train de se passer. Il y a aussi un point on parlait de l'Afrique, et moi j'essaie, et Olivier, tout le monde, ceux qui me connaissent, moi je suis un passionné par l'Afrique, et je veux donner une image positive. Et je vais vous donner un exemple de réussite. Ce qu'on a fait, nous, en Tunisie, on a créé donc une école qui forme au métier donc, des industries créatives digitales, jeux vidéo, animation, 3D, effets spéciaux, réalité virtuelle.
On a formé plus de 10 000 jeunes. 10 000 jeunes. Et dans mon école, j'ai plus de 17 nationalités, notamment beaucoup de subsahariens, d'Africains subsahariens qui viennent là. On accompagne avec l'incubateur et on crée des studios au Cameroun, on crée des studios de dessins animés, de jeux vidéo. On a créé un écosystème, parce qu'on parle concrètement, qu'est-ce que ça rapporte? Oui, ça rapporte. Il y a plus de 50 studios qui ont été créés en Tunisie dans l'animation, le jeu vidéo, la 3D, le design architectural. Et maintenant, ce sont des studios étrangers qui viennent s'implanter. Et le dernier en date est un studio français qui travaille sur les effets spéciaux et qui a travaillé sur les effets spéciaux des blockbusters américains. Donc oui, c'est possible. L'Afrique peut gagner. Ce modèle-là, nous essayons aujourd'hui de le transposer. Je remercie Olivier parce que Olivier, dans le cadre de la fac, a choisi l'école et les programmes que nous avons mis en place parce que nous sommes une école africaine adaptée au modèle africain et nous développons donc une vision africaine. Et tous les jeunes que nous avons là, et ça, c'est grâce à Olivier et ses partenaires, de nous avoir choisis dans ces métiers-là. Mais la reconnaissance aussi, vous voyez, le travail qu'on peut en Afrique réussir, c'est qu'aujourd'hui, Epic Games, qui est le numéro 1 du jeu vidéo avec Fortnite, nous a choisi, et ça je reviens vers toi Laurence, nous a choisi pour former 300 jeunes dans le métier du jeu vidéo. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils en ont marre au niveau mondial de toujours avoir les mêmes types de jeux vidéo. Ils veulent maintenant des jeux vidéo avec une culture africaine. Et c'est ça qu'on est en train de développer. J'espère qu'on va pouvoir démarrer parce qu'il faut trouver les financements. Mais j'ai 300 jeunes africains à former pour que demain, on voit des jeux vidéo africains. Et la question que je voulais vous poser à tous, c'est un problème qui est récurrent dans les industries créatives, c'est le piratage. Comment faites-vous contre le piratage? Et toi, Laurence, comment fais-tu pour développer tes projets puisqu'il n'y a pas d'accord de coproduction entre notamment la France, parce que tu es ici, et les différents pays africains? Et je pense que le jour où on arrivera à développer des projets de coopération donc, dans les cadres des coproductions, que ce soit dans le cinéma, dans l'animation, jeux vidéo, je pense que la francophonie gagnera énormément. Parce que la francophonie, j'étais à Montréal il n'y a pas très longtemps, on a parlé de ces problématiques du contenu francophone dans les industries créatives. Et ça, c'est très important. Le piratage et la coproduction. C'était les questions que je voulais vous poser. Oui, alors il y avait 2 questions. Alors la première concernant le piratage, effectivement, c'est un vrai sujet qui, pour ma part, n'est pas encore résolu. C'est-à-dire qu'il y a 2 options. Soit on est sur une production avec des moyens, avec un distributeur, et là on peut faire appel à un prestataire. Pour l'ascension, par exemple, on a travaillé avec une société qui s'appelle Blue Efficiency, qui traque les pirates et puis qui les contraint par le biais d'un savoir-faire, par le biais d'accords avec différents opérateurs, qui arrivent à faire supprimer les contenus quand ils sont piratés. Et puis après, sur les plus petits projets, en fait, on n'a pas vraiment de solution, si ce n'est de faire la veille, de faire cette veille un peu nous-mêmes lorsqu'on est prévenu, de contacter enfin, c'est pas les auteurs, mais en tout cas les pirates, les contrefacteurs, pour leur demander de supprimer le contenu. Donc on n'a pas vraiment de solution sur des productions à plus faible coût. Et l'autre question, c'était... C'était sur la coproduction. Oui, il n'y a pas d'accord de coproduction. Effectivement, moi je peux parler d'un cas concret. C'est vrai que quand il s'agit d'aller chercher des financements, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de cadre par le biais d'un accord de coproduction qui permettrait de faire en sorte que le film en fait puisse bénéficier des financements camerounais quand on est au Cameroun et des financements français dans leur entièreté quand on est en France, ça fait qu'on doit faire des choix. Donc en l'occurrence, Partir, c'est un film qui est majoritairement français. Pour autant, je pense que le fait qu'il y ait ces accords-là de coproduction, ça permettrait peut-être aussi d'élargir le champ des possibilités, de sorte qu'on ne se retrouve pas dans le cas dans lequel moi j'ai pu être en tant que productrice d'un documentaire réalisé par une femme camerounaise, où finalement
le film était trop africain en France et pas assez africain là-bas. Et donc, ça, en fait, tous ces organismes, tous ces financeurs sont un peu déconcertés par l'œuvre qu'on a envie de réaliser. Je crois que c'est la fin de cette table ronde. Je ne sais pas si vous avez juste un mot de fin en 30 secondes et on va laisser la parole à M. Parpex. Moi, je voudrais apporter ma contribution par rapport à la piraterie, puisqu'il demandait une réponse de tous les panélistes. C'est vraiment un travail de sensibilisation, de plaidoyer qu'il faut faire en direction des consommateurs pour qu'ils comprennent la valeur d'une œuvre de l'esprit. Mais c'est aussi et surtout une prise de conscience des pouvoirs publics qui est nécessaire, parce que c'est eux qui vont poser le cadre, c'est eux qui vont pouvoir sanctionner s'il y a des manquements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est peut-être encore un peu lâche, mais c'est sans doute lié au fait qu'on a besoin de mieux articuler le plaidoyer en faveur des industries culturelles et créatives avec plus de chiffres pour que les États comprennent justement le poids économique et que les ICC peuvent apporter dans la balance. Je pense que quand il y aura cette prise de conscience, ce déclic que les ICC sont véritablement une chance pour le continent, les pouvoirs publics feront le nécessaire. On remarque qu'il y a quand même progressivement un changement qui est en train de s'opérer. On en a parlé ici. C'est vrai que les enjeux, la tâche reste importante, mais je pense qu'on a quand même de bonnes raisons d'être optimiste pour les industries culturelles et créatives sur le continent. On a de bonnes raisons d'être optimiste, Laurence. Peut-être en guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure en termes de potentiel de croissance, en termes de développement dans le cinéma, dans l'audiovisuel sur le continent, j'ai envie de faire une petite passe à la fac parce que finalement ça crée un appel d'air. Il y a des besoins très importants en termes de techniciens et on a besoin de faire grandir ce vivier, donc la formation va jouer un rôle essentiel. Oui, la fac, vous devez former des techniciens. Oui, mais absolument. C'est une très bonne idée. On attend donc des initiatives pour renforcer votre présence dans ces pays d'Afrique. Pour le piratage, je pense qu'on a dit l'essentiel. J'ai entendu dire quand même que le piratage dans la musique diminuait quand les modèles de mise à disposition des contenus de façon intelligente et à un prix accessible émergeaient. Donc très modestement, encore une fois, il me semble, pour reprendre les interrogations sur le streaming, que des modèles qui sont adaptés aux usages et au prix peuvent être des réponses aussi en complément de ce qui était dit sur des formes de répression, des pédagogies qui sont toujours essentielles. Mais la qualité peut-être du modèle peut aussi jouer, je pense, dans un bon sens. Je vais juste ajouter quelque chose qui est très intéressant, ce que vous venez de soulever, parce qu'on se rend compte que dans l'écosystème des telcos, donc du ringback tones aujourd'hui, on est vraiment à l'abri de la piraterie. L'argent, l'économie générée par les ringback tones est vraiment dans un circuit fermé qui est maîtrisé par les telcos, qui fait qu'il n'y a pas de piraterie. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir sur comment, si le streaming se développe, on le pense probablement, très probablement, avec les telcos qui vont continuer à jouer un rôle central, comment justement arriver à garder et à élargir cet écosystème pour qu'on puisse enfin disposer, grâce au digital, d'un espace qui soit sécure aussi. Mais bon, ça ne fera pas l'économie de la sensibilisation et du cadre. Merci en tout cas, modèle économique innovant, j'entends encore, grâce au digital. Moi, ça a été un plaisir pour moi d'avoir animé cette table ronde. Merci Tchaye, merci Laurence, merci Juan. Et Monsieur Parpex.